Socialiste, écologiste et républicain, vous avez 5 minutes, madame la députée. Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Si l'objectif du projet de loi Égalité et citoyenneté est de répondre au malaise social et démocratique des quartiers populaires et de mettre la République en acte à travers un renforcement de la citoyenneté et de l'égalité, alors il ne doit pas oublier les inégalités subies par la moitié de la population, les femmes. Comme le rappelait le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport égalitaire, les inégalités entre les femmes et les hommes concernent tous les territoires et tous les milieux sociaux. Mais lorsqu'elles croisent ces inégalités, des fractures territoriales importantes, elles sont de fait renforcées. Ainsi, dans les zones urbaines sensibles, une femme sur 4 y est en situation de pauvreté, une femme sur 2 n'est pas dans l'emploi. Nous avons fait beaucoup depuis 2012 pour qu'au-delà de l'égalité des droits, on atteigne l'égalité réelle. La loi du 4 août y était consacrée. Mais notre droit part de si loin. Nous pouvons encore le changer profondément et ces changements ont toute leur place dans ce texte. Alors qu'est-ce qui empêche les femmes d'accéder à une pleine citoyenneté, d'avoir accès aux mêmes opportunités que les hommes? Au moins 2 formidables freins. Le premier, c'est la pseudo-neutralité des politiques publiques qui ne prennent pas en considération les réalités vécues par les femmes. Un exemple, dans certaines communes, on ne donne pas accès à la restauration scolaire aux enfants dont l'un des 2 parents ne travaille pas. Mais qui ne travaille pas? Évidemment les femmes. Qui est toujours plus éloigné de l'emploi par ses choix de politique publique? Principalement les femmes. C'est pourquoi nous avons intégré dans ce projet de loi que lorsqu'un service de restauration est ouvert, tous les enfants doivent pouvoir y avoir accès. C'est une mesure de justice et c'est aussi un véritable outil pour lever ce frein à l'emploi qui concerne essentiellement des femmes. Alors, ainsi, pour mieux prendre en compte les réalités, il fallait reconnaître l'égalité femmes-hommes comme un enjeu de politique publique. C'est ce que nous avons fait en commission, en inscrivant le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la loi. Créé par décret, il fallait donner un statut législatif à cette instance pour assurer sa pérennité et son indépendance. Nous avons également inscrit que l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des compétences partagées de toutes les collectivités territoriales. Il nous reste à prendre d'autres mesures, comme intégrer, comme nous l'avons fait pour la jeunesse, que les contrats de ville doivent systématiquement proposer des actions stratégiques pour l'égalité et que nous l'ajoutions aux objectifs de l'ANRU. Le second frein à la pleine citoyenneté des femmes et à l'égalité, c'est une discrimination flagrante, récurrente, présente partout et qui a les conséquences des plus banales aux plus graves, le sexisme. Le sexisme, une idéologie qui, considérant qu'un sexe est supérieur à l'autre, entraîne mépris et discrimination. Comme disait Bourdieu, les femmes ont en commun d'être séparées des hommes par un coefficient symbolique négatif. Cependant, le sexisme n'est toujours pas puni par la loi et les violences faites aux femmes ne diminuent pas, notamment parce que leur traitement juridique ne tient pas compte de leur caractère sexiste. C'est notamment pour cela qu'en commission, nous avons fait du sexisme une circonstance aggravante, au même titre que l'homophobie ou le racisme. On croit encore massivement que les violences faites aux femmes sont le fait de comportements individuels et d'histoires personnelles. Lorsque les cours de justice aggraveront les crimes et délits pour sexisme, alors on reconnaîtra qu'il s'agit d'un enjeu sociétal, que les violences faites aux femmes touchent les femmes parce qu'elles sont femmes. Et je vous invite, chers collègues, à aller plus loin encore et inscrire une nouvelle infraction au code pénal, l'agissement sexiste. Le sexisme est à l'origine d'actes allant de la discrimination aux diverses formes de harcèlement, voire à l'agression sexuelle. Certains sont visés par notre droit, d'autres y échappent. Tout ce qui relève du sexisme ordinaire, toutes ces attitudes, ces propos, comportements, qui délégitiment, déstabilisent et infériorisent les femmes. Lutter contre le sexisme, cela passe évidemment aussi par l'éducation. Aussi, nous avons fait le choix que l'information à la santé à 16, 18 et 23 ans, créée par le projet de loi, comprenne un volet relatif à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'IVG. Si certains devaient encore douter de son impérieuse nécessité, je les renvoie à l'excellent rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sujet, paru il y a 15 jours. Pour conclure, je voudrais citer une grande femme qui nous a quittés la semaine dernière. Elle disait « Le féminisme ne se résume pas à une revendication de justice, parfois rageuse, ni à telle ou telle manifestation scandaleuse. C'est aussi la promesse, ou du moins l'espoir, d'un monde différent et qui pourrait être meilleur. On n'en parle jamais, comme on ne nous parle jamais de ces femmes qui se sont battues pour nous,
car c'est toujours une lutte de femmes qui a présidé à l'amélioration du sort des femmes. Elle disait aussi « Le sexisme est le plus profond et plus endémique encore que le racisme ». Cette femme, c'est évidemment Benoît Groult. Que sa sagesse et son impertinence guident nos débats. Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole est à madame Sandrine Doucet pour le groupe